Il y a quelque chose de profondément déstabilisant à rencontrer quelqu'un qui peut voir à travers vous, pas de la manière dont un détective reconstitue des indices, mais de cette façon immédiate et inexplicable qui vous donne la chair de poule et fait monter vos défenses. Vous avez une conversation parfaitement normale, mais derrière leurs yeux, vous sentez quelque chose d'entièrement différent. Une reconnaissance qui coupe plus profondément que le confort ne le permet. Carl Jung a appelé ce phénomène sa découverte la plus dangereuse. Et si vous avez déjà eu l'impression d'exister dans une réalité différente de celle de votre entourage, ce que je m'apprête à vous dire pourrait expliquer pourquoi votre vie a été une lutte acharnée contre des forces que vous ne pouvez pas vraiment nommer. Jung a découvert qu'une petite minorité de personnes possède ce qu'il a appelé la perception différenciée, une capacité à lire les micro-expressions, à détecter les émotions cachées et à sentir les dynamiques de groupe inconscientes avec une précision étonnante. Ces individus ne se contentent pas de remarquer quand quelqu'un ment. Ils peuvent sentir le poids d'une dépression non dite derrière une façade joyeuse, pressentir le désespoir tapi sous des présentations confiantes et percevoir les ombres collectives que des groupes entiers conspirent pour ignorer. Mais voici ce qui rend cette découverte si dangereuse. Jung a réalisé que ce don, loin d'être une bénédiction, devient souvent une malédiction qui isole et épuise ceux qui le possèdent. L'histoire commence en 1913, pendant la propre crise psychologique de Jung, suite à sa rupture amère avec Freud. Parmi ses patients se trouvait une femme dont le cas allait fondamentalement changer sa compréhension de la perception humaine. Elle était très introvertie et possédait ce que Jung classerait plus tard comme une fonction intuitive supérieure. Au moment où elle entrait dans une pièce, elle pouvait sentir l'atmosphère psychologique avec la précision d'un météorologue lisant les modèles météorologiques. Elle savait quel couple se dirigeait vers le divorce avant même qu'ils n'admettent leurs problèmes à eux-mêmes. Elle pouvait sentir les courants sous-jacents de ressentiment dans des réunions de travail que tous les autres considéraient comme des tensions routinières. Elle pressentait la maladie chez les gens des mois avant que les symptômes n'apparaissent. Pourtant, cette capacité remarquable avait rendu sa vie presque insupportable. Elle avait du mal à maintenir des relations parce que les petites conversations lui semblaient être un exercice de tromperie collective. Elle ne pouvait pas garder d'emploi parce que ses observations perturbaient les illusions soigneusement maintenues qui stabilisaient les dynamiques de bureau. Les gens trouvaient sa présence dérangeante, bien qu'ils ne puissent pas dire pourquoi. Jung a regardé cette femme brillante souffrir non pas de délire ou de maladie mentale, mais de ce qu'il a appelé l'inconscient devenant trop conscient. Cette patiente exemplifiait ce que Jung a identifié comme le type intuitif introverti. Mais sa condition révélait quelque chose de bien plus complexe qu'une simple classification de personnalité. Elle vivait ce que Jung a appelé la participation mystique, un état psychologique où les frontières entre soi et l'autre deviennent perméables, permettant au matériel inconscient de circuler librement entre les individus. Contrairement à l'empathie ordinaire, qui implique de comprendre les sentiments d'un autre, la participation mystique signifiait littéralement absorber et vivre les contenus inconscients des autres comme s'ils étaient les vôtres. La psychologie moderne a abordé des phénomènes similaires à travers la recherche sur les personnes hautement sensibles. Mais l'accent de Jung était plus spécifique et plus dangereux. Il ne décrivait pas des personnes qui ressentaient simplement plus profondément ou réagissaient fortement aux stimuli. Il identifiait des individus dont l'appareil perceptif s'était développé au-delà des paramètres normaux, leur permettant de détecter des schémas dans le royaume inconscient auquel la plupart des gens ne peuvent pas accéder. Ces schémas n'étaient pas des impressions aléatoires ou des réactions émotionnelles. C'étaient des lectures précises de la réalité psychologique que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas reconnaître. La précision elle-même est devenue la source du problème. Quand quelqu'un peut percevoir la peur derrière la colère d'un autre, le chagrin sous sa productivité ou la déception collective qui maintient un groupe ensemble, il devient un rappel vivant des vérités que la société ignore pour fonctionner. Jung a observé que ces individus ne voyaient pas simplement plus, ils voyaient ce qui était réellement là, dépouillés des défenses psychologiques et des accords sociaux qui rendent l'interaction normale possible. Cela nous amène à la raison pour laquelle Jung considérait cette découverte si périlleuse. Il a identifié 3 dangers systémiques qui émergent lorsque la perception supérieure reste non intégrée. Et ces dangers opèrent à la fois sur des niveaux personnels et collectifs, avec une efficacité dévastatrice.
Le premier danger est la perturbation collective. Les groupes, qu'il s'agisse de familles, de lieux de travail ou de sociétés entières, maintiennent leur cohésion grâce à ce que Jung a appelé des accords tacites sur la réalité. Ces accords impliquent d'ignorer collectivement certaines vérités, de maintenir certaines illusions et d'éviter certaines conversations. Quand quelqu'un avec une perception différenciée entre dans un tel groupe, sa simple présence défie ces accords. Il n'a même pas besoin de parler. Sa seule conscience crée une perturbation dans le champ psychologique que les autres ressentent comme une menace ou un malaise. Considérez ce qui se passe lorsque la personne hautement perceptive assiste à une réunion de famille où tout le monde maintient la fiction que la consommation d'alcool de l'oncle Robert n'est pas un problème, que le mariage de maman et papa est parfait et que l'entreprise familiale est florissante. La personne qui perçoit n'a pas besoin d'exprimer ses observations sur la tension, le stress financier ou les ressentiments sous-jacents. Sa seule présence commence à déstabiliser l'accord collectif d'ignorer ces réalités. Les membres de la famille commencent à se sentir exposés, sur la défensive et irritables sans comprendre pourquoi. La personne qui perçoit devient le problème, non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que sa conscience menace l'équilibre psychologique du groupe. Le deuxième danger que Jung a identifié était l'isolement psychologique. Quand votre appareil perceptif fonctionne à une fréquence différente de celle de votre entourage, vous commencez à vivre dans une réalité expérientielle fondamentalement différente. Les conversations que d'autres trouvent satisfaisantes vous semblent creuses et superficielles. Les événements sociaux qui dynamisent les autres vous épuisent et vous drainent. Les environnements professionnels que d'autres naviguent facilement deviennent des champs de mines de complexité psychologique que vous devez constamment traverser. Cet isolement n'est pas simplement une question d'être mal compris. Il s'agit d'exister dans une réalité que d'autres ne peuvent pas accéder ou valider. Lorsque vous percevez des couches de sens, de motivation et d'émotion que d'autres manquent entièrement, vos observations sonnent souvent comme de la paranoïa, de la négativité ou une hypersensibilité pour ceux qui ne peuvent pas percevoir ce que vous décrivez. Avec le temps, cela crée un sentiment profond d'aliénation qui peut vous amener à remettre en question votre propre santé mentale ou à vous retirer complètement de la connexion humaine. Le troisième et plus grand risque que Jung a identifié était la dissolution de l'identité par l'absorption des contenus inconscients des autres. À travers la participation mystique, l'individu hautement perceptif commence à prendre sur lui le matériel psychologique de tout son entourage. Il absorbe non seulement les émotions, mais des complexes entiers, des traumatismes et des schémas inconscients qui ne lui appartiennent pas. Sans frontières solides et une différenciation consciente, il peut perdre le contact avec son propre centre authentique, devenant une éponge psychologique qui absorbe le monde intérieur de tout le monde, pendant que sa propre identité se dissout progressivement. Jung a été témoin de patients qui étaient devenus tellement fusionnés avec le matériel inconscient des autres qu'ils ne pouvaient plus distinguer leurs propres pensées, sentiments et expériences de ceux qu'ils avaient absorbés. Dans les cas extrêmes, cela a conduit à ce qu'il a appelé l'annihilation psychologique, une perte complète de l'identité individuelle qui pouvait précipiter des ruptures psychotiques ou des idéations suicidaires. Le don même qui les rendait si perspicaces est devenu une voie vers l'autodestruction. Mais les dangers ne s'arrêtent pas à la personne qui perçoit elle-même. Jung a observé une physique sociale prévisible qui émerge autour des personnes dotées d'une perception supérieure, et comprendre ce schéma est crucial pour quiconque se reconnaît dans cette description. La dynamique est centrée sur ce que Jung a appelé la projection de l'ombre et son compagnon inévitable, le phénomène du bouc émissaire. Quand quelqu'un avec une perception différenciée reflète un matériel inconscient que d'autres ont rejeté ou nié en eux-mêmes, il devient un miroir dans lequel les gens ne peuvent pas supporter de se regarder. La théorie de l'ombre de Jung explique le contre-coup violent qui suit souvent une perception précise. Lorsqu'ils sont confrontés à des aspects d'eux-mêmes qu'ils ont refusé de reconnaître, les gens attaquent le miroir au lieu d'intégrer ce qu'il révèle. Cela crée un cycle dévastateur. La personne qui perçoit offre un retour d'information doux ou incarne simplement une conscience qui met les autres mal à l'aise. Au lieu d'examiner ce que le malaise pourrait révéler sur eux-mêmes, les gens projettent leurs qualités rejetées sur la personne qui perçoit.
La personne qui signale le dysfonctionnement devient celle qui est dysfonctionnelle. L'individu qui sent la manipulation devient le manipulateur. Celui qui perçoit le chaos devient responsable de sa création. Jung a observé ce schéma se répéter à tous les niveaux de l'organisation humaine. Dans les familles, l'enfant perspicace devient le patient identifié qui est envoyé en thérapie, tandis que le système familial reste inchangé. Dans les lieux de travail, l'employé qui remarque des problèmes systémiques est étiqueté comme négatif, difficile, ou n'ayant pas l'esprit d'équipe. Dans les groupes sociaux, la personne qui voit à travers les agréments de surface est celle qui est accusée d'apporter du drame ou de créer des tensions. Le mécanisme psychologique est remarquablement cohérent. La fameuse maxime de Jung selon laquelle « ce qui nous irrite chez les autres révèle quelque chose sur nous-mêmes » opère avec une intensité particulière autour des individus hautement perceptifs. Ils deviennent des écrans sur lesquels d'autres projettent tout ce qu'ils ne peuvent pas tolérer de leur propre vie intérieure. La précision de la personne qui perçoit la rend parfaite candidate pour porter le matériel d'ombre désavoué de tout le monde. Cela crée ce que Jung a appelé ces phénomènes du bouc émissaire, où l'individu qui voit le plus clairement devient le dépositaire désigné de la culpabilité collective, de la peur et de la vérité niée. Il n'est pas seulement mal compris, il est activement ciblé comme la source des problèmes qu'il ne fait que décrire. À moins qu'il n'apprenne à naviguer consciemment dans ces dynamiques, sa clarté invite régulièrement des représailles qui peuvent détruire les relations, les carrières et la santé mentale. Comprendre la physique sociale aide à expliquer pourquoi tant de personnes hautement perceptives développent des conflits relationnels chroniques, des difficultés au travail et le sentiment qu'elles marchent constamment sur des œufs avec les autres. Elles n'imaginent pas l'hostilité. Elles vivent le contre-coup prévisible qui se produit lorsque le matériel inconscient est illuminé plus rapidement que les gens ne peuvent l'intégrer. Mais les observations de Jung ont révélé encore plus de complexité au sein de cette population. Au fil de décennies de travail clinique, il a identifié 4 schémas distincts parmi les personnes dotées d'une perception supérieure, chacun avec ses propres dons et vulnérabilités. Comprendre votre schéma particulier devient crucial pour développer des stratégies d'intégration efficaces. Le premier schéma que Jung a appelé l'as intuitif sentimental. Ces individus sont ceux que nous pourrions maintenant reconnaître comme des empathiques somatiques, des personnes dont le corps devient des récepteurs sensibles pour les états émotionnels des autres. Ils ne comprennent pas seulement que quelqu'un est triste, ils ressentent littéralement la tristesse dans leur propre poitrine. Ils ne reconnaissent pas simplement la colère. Leur système nerveux s'active comme s'ils étaient la personne en colère. Cela crée une vulnérabilité profonde à la contagion émotionnelle, où leur propre état émotionnel est constamment détourné par le système météorologique, psychologique qu'ils rencontrent dans leur environnement. Les intuitifs sentimentaux ont souvent du mal avec les frontières parce que leur empathie opère en dessous de la conscience. Ils absorbent les émotions des autres si automatiquement qu'ils perdent la trace de ce qui leur appartient et de ce qu'ils ont ramassé de leur entourage. Ils peuvent se retrouver inexplicablement déprimés après avoir passé du temps avec certaines personnes, anxieux après avoir visité des endroits particuliers, ou dynamisés d'une manière qui semble n'avoir rien à voir avec leurs propres circonstances de vie. Le deuxième schéma implique les intuitifs, penseurs, des individus dont la perception se manifeste par la reconnaissance de schémas et la capacité de prévision. Ils peuvent ne sentir où les relations se dirigent, prédire les ruptures organisationnelles et anticiper les conséquences bien avant que les autres ne voient dans les signes avant-coureurs. Ce sont eux qui savent qu'une entreprise est sur le point de faire faillite des mois avant que les licenciements ne commencent, qui sentent qu'un mariage apparemment solide est construit sur des fondations instables, qui reconnaissent quand les choix de mode de vie de quelqu'un mènent à des crises de santé ou à un désastre financier. Bien que cette capacité de prévision puisse être précieuse, elle crée sa propre forme de souffrance. Les intuitifs penseurs vivent souvent dans un état d'anxiété chronique à propos de futurs que d'autres ne peuvent pas voir. Ils sont considérés comme des pessimistes ou des penseurs catastrophiques parce que leurs avertissements portent sur des problèmes qui ne se sont pas encore manifestés de manière évidente. Ils peuvent se retrouver dans la position douloureuse de regarder des désastres évitables se dérouler tout en étant impuissants à convaincre les autres d'agir. Le troisième schéma que Jung a observé était les intuitifs de sensation, des individus dont le corps sert d'instrument d'une sensibilité exquise
pour détecter les corrélats physiologiques des états psychologiques. Ils pourraient sentir la maladie chez les autres avant que les symptômes n'apparaissent, ressentir une tension dans leur propre corps qui reflète le stress dans leur environnement, ou éprouver un inconfort physique dans des espaces où des perturbations psychologiques se sont produites. Ces individus ont souvent du mal à expliquer leurs perceptions parce qu'elles arrivent par la sensation corporelle plutôt que par l'analyse mentale. Ils pourraient se sentir nauséeux autour de certaines personnes, avoir des maux de tête dans des environnements particuliers, ou trouver leur énergie considérablement affectée par les états psychologiques de leur entourage. Les professionnels de la santé rejettent souvent leurs symptômes, parce que les manifestations physiques ne correspondent pas à des conditions médicales identifiables. Pourtant, leurs réponses corporelles fournissent des informations précises sur les réalités psychologiques. Le quatrième schéma que Jung a identifié était le krata pur intuitif, des individus avec un apport perceptif maximal, mais une capacité d'organisation minimale. Ils perçoivent plusieurs couches de sens simultanément, absorbent de vastes quantités de matériel inconscient et captent des schémas subtils dans chaque domaine, mais manquent des fonctions auxiliaires nécessaires pour structurer et communiquer leurs perceptions efficacement. Les purs intuitifs vivent souvent dans un état de submersion chronique. Ils voient tout, mais ont du mal à prioriser ce qui est le plus important. Ils absorbent d'énormes quantités d'informations, mais ne peuvent pas les organiser en cadres cohérents que d'autres peuvent comprendre. Ils peuvent sembler dispersés, incohérents ou difficiles à suivre, parce qu'ils tentent de transmettre des perceptions multidimensionnelles à travers un langage linéaire. Leur don devient une malédiction de complexité qui les laisse se sentir incompris et épuisés. Comprendre ces schémas aide à expliquer pourquoi des personnes avec des capacités perceptives apparemment similaires peuvent avoir des expériences de vie si différentes et nécessiter des stratégies d'intégration différentes. Mais quel que soit le schéma spécifique, Jung était clair sur le fait que la perception supérieure sans intégration consciente devient une voie vers la destruction psychologique. Le remède qu'il a développé est devenu l'une de ses contributions les plus profondes à la compréhension du développement humain. Jung a appelé le processus d'intégration la individuation, une relation disciplinée avec l'inconscient qui préserve l'identité individuelle tout en s'engageant dans la profondeur psychologique. Plutôt que de supprimer le don perceptif ou d'être submergé par lui, l'individuation fournit un cadre pour une collaboration consciente avec le matériel inconscient. Le processus se déroule en 3 phases essentielles, chacune construisant sur la précédente, pour créer une intégration psychologique durable. La première phase implique la reconnaissance et la différenciation. Pour les personnes dotées d'une perception supérieure, la compétence la plus cruciale devient d'apprendre à distinguer ce qui leur appartient de ce qu'elles ont absorbé des autres. Cela nécessite de développer ce que Jung a appelé des conteneurs psychologiques, des pratiques conscientes, qui permettent au matériel inconscient de se déposer et de se séparer, afin que la voix authentique de la personne puisse émerger du bruit psychologique. La solitude quotidienne devient essentielle pendant cette phase, non pas comme un retrait de la vie, mais comme une hygiène psychologique. Tout comme vous pourriez vous doucher pour nettoyer votre corps de la saleté et de la sueur accumulée. Des périodes régulières d'isolement permettent au matériel psychologique absorbé de se décharger de votre système. Pendant ces périodes, vous commencez à remarquer quelles pensées, sentiments et impulsions restent constants au fil du temps, et lesquels s'estompent lorsque vous êtes loin de leur source. La pratique implique ce que Jung a appelé l'imagination active, s'engager consciemment avec le contenu de votre psyché pour comprendre leurs origines et leur signification. Vous pourriez vous demander, cette anxiété est-elle la mienne? Ou l'ai-je ramassée auprès de la collègue qui semblait stressée lors de notre réunion? Cette colère est-elle liée à mes propres circonstances? Ou est-ce que je porte une frustration qui appartient à quelqu'un d'autre? Cette tristesse soudaine est-elle liée à ma vie? Ou suis-je en résonance avec un chagrin qui est présent dans mon environnement? Vous commencez à vivre ce que Jung a appelé la participation consciente, où vous pouvez percevoir et même temporairement contenir les états psychologiques des autres sans perdre le contact avec votre propre centre. La deuxième phase de l'individuation se concentre sur l'intégration de l'ombre. Développer une relation consciente avec le spectre complet de l'expérience humaine en vous-même.
Cette phase aborde l'un des problèmes les plus courants chez les personnes hautement perceptives, la tendance à la supériorité psychologique ou à l'inflation morale qui vient du fait de voir si clairement les ombres des autres, tout en restant inconscient des leurs. Jung a observé que les personnes dotées d'une perception supérieure développent souvent ce qu'il a appelé le complexe du prophète, une identification inconsciente à l'archétype du sage, qui voit la vérité que d'autres ne peuvent pas accéder. Cette identification crée une forme subtile d'inflation psychologique, où la personne qui perçoit commence à se voir comme étant en quelque sorte au-dessus ou au-delà des conditions humaines qu'elle observe chez les autres. L'intégration de l'ombre exige la reconnaissance humble que chaque schéma psychologique que vous percevez chez les autres existe quelque part à l'intérieur de votre propre psyché. Le narcissisme que vous détectez chez votre collègue, la manipulation que vous sentez chez votre ami, l'autotromperie que vous observez chez les membres de votre famille, tous ces schémas ont des éléments correspondants dans votre propre structure inconsciente. La différence n'est pas que vous êtes libre de ces schémas, mais que vous avez développé la capacité de les observer plutôt que d'être inconsciemment possédé par eux. Cette phase implique ce que Jung a appelé le travail de l'ombre. Rechercher activement et reconnaître les aspects de vous-même que vous avez rejetés, niés ou cachés à la conscience. Pour les personnes hautement perceptives, cela signifie souvent reconnaître leurs propres capacités pour les mêmes comportements qu'elles trouvent les plus dérangeants chez les autres. Le but n'est pas l'autoflagellation ou l'équivalence morale, mais plutôt le développement d'une humilité psychologique qui permet une compréhension compatissante, plutôt qu'une observation critique. Quand vous pouvez reconnaître votre propre capacité à l'égoïsme, à la malhonnêteté ou à l'inconscience, votre perception de ces qualités chez les autres devient moins réactive et plus utile. Vous n'êtes plus déclenché par ce que vous observez, parce que vous avez intégré des schémas similaires en vous-même. Cette transformation change la qualité de votre perception d'un jugement moral en une compréhension psychologique, la rendant bien plus acceptable pour les autres. La troisième phase implique la participation consciente. Apprendre à engager délibérément et temporairement le matériel inconscient des autres sans perdre vos frontières psychologiques. Cela représente l'expression mature du don perceptif, où la perception supérieure devient une compétence que vous pouvez déployer consciemment, plutôt qu'un état constant qui submerge votre système. La participation consciente nécessite de développer ce que Jung a appelé des conteneurs psychologiques, des structures internes, qui peuvent contenir un matériel psychologique complexe sans être contaminés par lui. Pensez à ces conteneurs comme à des combinaisons psychologiques de protection qui vous permettent d'entrer dans des environnements psychologiques toxiques, de recueillir les informations nécessaires et de revenir à votre propre centre sans ramener de contamination. Cela pourrait impliquer des rituels spécifiques avant et après des interactions avec des personnes psychologiquement difficiles, des pratiques qui vous aident à entrer et à sortir consciemment des états de perception accrus. Avant une conversation difficile, vous pourriez passer quelques minutes à vous recentrer, à définir des intentions claires et à établir des frontières psychologiques. Après, vous pourriez vous engager dans des pratiques qui aident à décharger tout matériel que vous avez absorbé et vous ramènent à votre propre ligne de base émotionnelle. Le développement de la participation consciente transforme l'expérience d'une absorption passive en un choix actif. Au lieu d'être submergé par tout matériel psychologique que vous rencontrez, vous commencez à développer la capacité de moduler votre sensibilité perceptive en fonction de ce que la situation exige. Vous pouvez ouvrir votre perception quand elle sert un but et la fermer quand une protection est nécessaire. Mais même le processus d'individuation le plus qualifié nécessite les bonnes conditions environnementales pour s'épanouir. Jung a reconnu que l'isolement, bien que nécessaire pour le développement initial, devient finalement une autre forme de mort psychologique s'il se poursuit indéfiniment. Les personnes hautement perceptives ont besoin de types de relations spécifiques pour soutenir leur développement et prévenir la régression vers la submersion ou le retrait. Jung a identifié 3 catégories de relations qui peuvent soutenir plutôt que drainer les personnes dotées d'une perception supérieure. La première implique d'autres personnes individuées, des individus rares qui ont achevé suffisamment de leur propre développement psychologique pour rencontrer la clarté avec clarté plutôt qu'avec défensive. Ces relations sont caractérisées par une reconnaissance mutuelle,
une communication authentique et la capacité d'engager la complexité psychologique sans devenir réactif ou submergé. Trouver de telles personnes demande souvent de la patience et du discernement, car un développement psychologique authentique est relativement rare. Mais lorsque ces connexions sont établies, elles fournissent des îles de sécurité où la personne hautement perceptive peut être entièrement authentique, sans déclencher de réaction défensive. Ces relations impliquent pas souvent ce que Jung a appelé le amitié psychologique, des liens basés sur le respect mutuel pour le développement intérieur de l'autre plutôt que sur la compatibilité sociale conventionnelle. La deuxième catégorie implique des personnes qui sont activement engagées dans leur propre travail intérieur, thérapeutes, praticiens spirituels ou individus qui poursuivent un développement personnel conscient. Bien qu'ils n'aient pas achevé leur processus d'individuation, leur engagement envers la croissance psychologique les rend plus réceptifs aux retours d'informations et moins susceptibles de réagir défensivement aux observations perceptives. Ces relations nécessitent ce que Jung a appelé la révélation progressive, un processus prudent pour tester la capacité de quelqu'un à recevoir des insights psychologiques sans devenir submergé ou réactif. Vous commencez par des observations douces, en recherchant des signes de curiosité par rapport à la défensive, et augmenter progressivement la profondeur du partage en fonction de leur capacité démontrée à métaboliser la complexité psychologique. Le processus consiste à offrir des insights comme des cadeaux, plutôt que comme des verdicts, en fournissant des observations sans attachement à leur acceptation ou à leur mise en œuvre. Cette approche transforme les interactions potentiellement menaçantes en exploration collaborative de la réalité psychologique, où votre perception devient une ressource pour la compréhension mutuelle plutôt qu'une source de conflit. La troisième catégorie de relations de soutien implique ce que Jung a appelé des conteneurs naturels, des individus dont la stabilité psychologique et la maturité émotionnelle créent des espaces sûrs pour la complexité, sans exiger une sophistication psychologique profonde. Il pourrait s'agir de membres de la famille plus âgés, de mentors de confiance ou d'amis dont la présence se sent intrinsèquement apaisante et ancrée. Les conteneurs naturels ne comprennent pas nécessairement les profondeurs de ce que vous percevez, mais leur présence stable et acceptante fournit une ancre psychologique qui vous empêche de vous perdre dans la complexité écrasante du matériel inconscient. Ils offrent ce que Jung a appelé un qu'environnement de maintien, un espace relationnel où votre intensité peut être exprimée et contenue en toute sécurité, sans jugement, ni tentative de vous réparer ou de vous changer. Construire cette écologie de soutien nécessite de développer un discernement sophistiqué sur les relations qui peuvent soutenir la profondeur psychologique et celles qui doivent rester à des niveaux plus superficiels. Toutes les relations n'ont pas besoin d'accueillir votre pleine capacité perceptive, mais avoir plusieurs relations qui peuvent contenir différents aspects de votre expérience devient essentiel pour une santé psychologique à long terme. Une fois que l'intégration de base commence à se stabiliser et que des relations de soutien sont établies, Jung a observé que le développement se poursuit à travers 4 étapes de transformation distinctes. Chaque étape représente une relation différente avec le don perceptif et nécessite des compétences et des orientations différentes pour naviguer avec succès. La première étape implique la reconnaissance sans submersion. Apprendre à accepter votre fonction supérieure comme un aspect légitime de votre structure psychologique plutôt qu'un fardeau, un défaut ou une source de honte. Cette étape nécessite de développer ce que Jung a appelé l'acceptation de soi psychologique, où vous reconnaissez vos capacités perceptives sans gonfler leur importance ni minimiser leur impact sur votre vie. De nombreuses personnes hautement perceptives luttent avec cette étape parce qu'elles ont reçu tant de messages selon lesquels leur conscience est trop intense ou en quelque sorte problématique. Elles peuvent tenter de supprimer leur perception, de rejeter leurs insights ou de se convaincre qu'elles imaginent des choses afin de s'intégrer dans des environnements sociaux qui ne peuvent pas accueillir leur réalité. La reconnaissance implique le courage de faire confiance à vos perceptions, même quand les autres ne peuvent pas les valider, tout en maintenant simultanément suffisamment d'humilité pour rester ouvert au retour d'informations et à la correction de cap. C'est un équilibre délicat entre honorer votre savoir intérieur et éviter l'inflation qui vient de la croyance que vous voyez toujours clairement ou complètement. La deuxième étape se concentre sur
l'intégration sans isolement. Apprendre à maintenir une expression de soi authentique, tout en restant connecté aux autres qui ne partagent peut-être pas votre capacité perceptive. Cette étape aborde la tendance commune chez les personnes hautement perceptives à se retirer de l'interaction sociale afin de protéger leurs frontières psychologiques. Bien que des périodes de solitude restent essentielles, le retrait complet devient finalement une autre forme de mort psychologique qui empêche le plein épanouissement de vos dons. L'intégration sans isolement nécessite de développer des compétences sociales sophistiquées qui vous permettent de vous engager authentiquement, tout en ajustant votre expression pour correspondre à la capacité des autres à recevoir la complexité psychologique. Cela pourrait impliquer d'apprendre à traduire vos perceptions dans un langage que d'autres peuvent comprendre, de trouver des moyens créatifs de partager des insights sans déclencher de défensive, ou de développer la patience, de planter des graines de conscience qui pourraient ne pas germer avant bien plus tard. Le but est de rester véritablement connecté à la communauté humaine tout en honorant votre besoin d'authenticité psychologique. La troisième étape implique le service sans sacrifice. Apprendre à offrir vos dons perceptifs au service des autres sans épuiser vos propres ressources psychologiques ou perdre votre identité individuelle. Cette étape transforme la perception d'un fardeau personnel en une forme de contribution consciente au développement et au bien-être des autres. Le service sans sacrifice nécessite de développer ce que Jung a appelé l'engagement sélectif, la capacité de décider consciemment quand, comment et avec qui déployer vos capacités perceptives. Au lieu d'être constamment ouvert au matériel psychologique de tout le monde, vous apprenez à moduler votre sensibilité en fonction de votre capacité, de la réceptivité de l'autre personne et du potentiel de véritable utilité. Cette étape implique souvent de trouver des canaux appropriés pour vos dons perceptifs, que ce soit à travers les professions de la guérison, l'expression créative, l'enseignement ou d'autres formes de service conscient, qui permettent à vos insights de bénéficier aux autres tout en honorant vos propres besoins psychologiques. La clé est de trouver des moyens de contribuer qui vous dynamisent plutôt que de vous drainer, qui vous semblent alignés avec votre but authentique, plutôt qu'obligatoire ou martyriste. La quatrième et dernière étape que Jung a identifiée implique l'héritage sans attachement, ce qu'il a appelé la fonction transcendante, où le développement individuel sert l'évolution collective sans inflation personnelle ni besoin de reconnaissance. Cette étape représente l'épanouissement mature de la perception supérieure, où votre développement psychologique individuel devient une contribution à la conscience collective de l'humanité. À ce stade, l'accent passe de l'intégration personnelle à la gestion culturelle. Vous commencez à sentir votre rôle dans les schémas plus larges du développement historique, reconnaissant comment votre travail psychologique individuel contribue à la guérison et à l'évolution collective. Vos dons perceptifs deviennent des outils pour faire le pont entre différents niveaux de conscience, aidant à traduire entre l'individuel et le collectif, le conscient et l'inconscient, les réalités présentes et les possibilités émergentes. L'héritage sans attachement nécessite de considérer vos contributions avec légèreté, d'intervenir de manière stratégique plutôt que compulsive, et de maintenir une orientation vers les résultats à long terme plutôt qu'immédiats. Vous devenez ce que Jung a appelé un porteur de culture, quelqu'un qui aide à métaboliser le matériel inconscient collectif et prépare le terrain pour des développements de conscience qui pourraient ne pas émerger pleinement avant les générations futures. Mais même avec des étapes de développement claires, Jung a reconnu que le processus d'intégration reste vulnérable à des écueils spécifiques qui peuvent faire dérailler le progrès et ramener l'individu à des états antérieurs de submersion ou d'isolement. Comprendre ces dérailleurs courants devient essentiel pour maintenir une intégration stable au fil du temps. Le premier écueil majeur implique l'inflation psychologique, l'identification inconsciente à l'archétype du savant ou du voyant, qui coupe la connexion authentique avec les autres. Lorsque les personnes hautement perceptives commencent à développer de la confiance en leurs capacités, il y a une tendance naturelle à commencer à se voir comme en quelque sorte supérieures à ceux qui ne peuvent pas percevoir ce qu'elles observent. Cette inflation se manifeste souvent comme le complexe du prophète, où l'individu devient convaincu que son rôle est de réveiller les gens inconscients, ou d'exposer des vérités cachées que les autres sont trop aveugles ou résistants pour voir.
Bien que cela puisse sembler être un noble but, cela représente en fait une forme de possession psychologique qui détruit l'humilité nécessaire à un service authentique. L'inflation crée une forme subtile de violence psychologique, où la personne qui perçoit commence à se comporter avec les autres comme des projets à réparer, plutôt que comme des êtres humains, qui méritent respect et autonomie. Cette approche déclenche inévitablement des réactions défensives et confirme la croyance de la personne gonflée que les autres sont résistants à la vérité, créant un cycle auto-renforçant de supériorité et d'isolement. Le deuxième écueil implique le retrait total déguisé en supériorité spirituelle. Certaines personnes hautement perceptives résolvent les défis de l'interaction sociale en se retirant dans ce que Jung a appelé le monachisme psychologique, un retrait complet de la communauté humaine justifié par des revendications d'avancement spirituel ou de pureté psychologique. Bien que des périodes de retrait puissent être nécessaires pour l'intégration, un retrait permanent représente souvent une défense contre les défis de la participation consciente, plutôt qu'un véritable développement spirituel. Il est plus facile de maintenir la clarté psychologique quand on ne s'engage pas avec le matériel inconscient des autres. Mais cette approche empêche le développement des compétences nécessaires pour faire le pont entre différents niveaux de conscience. Le retrait total prive également le collectif des contributions que la perception intégrée peut offrir. Lorsque les personnes hautement perceptives se retirent de manière permanente de l'engagement social, elles emportent leurs dons avec elles, laissant les communautés sans les systèmes d'alerte précoce et les capacités de construction de ponts que de tels individus peuvent fournir lorsqu'ils sont consciemment intégrés. Le troisième écueil courant implique ce que Jung a appelé le piège de l'identité d'aidant. Perdre l'identité individuelle derrière le rôle de sauveteur, de thérapeute ou de guide. Beaucoup de personnes hautement perceptives développent une identification si forte à l'aide aux autres que leurs propres besoins psychologiques deviennent complètement subordonnés à leur rôle de service. Ce schéma commence souvent par un désir authentique d'utiliser les dons perceptifs de manière constructive, mais évolue progressivement en une prise en charge compulsive qui épuise les ressources psychologiques de l'individu. L'identité de l'aidant devient si centrale à son sens de soi qu'il ne peut pas imaginer exister sans quelqu'un à sauver, réparer ou guérir. Le piège implique l'érosion progressive des frontières personnelles, des relations authentiques et des intérêts individuels en faveur d'un flux sans fin de personnes qui ont besoin d'aide psychologique. Bien que cela puisse sembler significatif et utile, cela conduit finalement à l'épuisement, au ressentiment et à la perte de la clarté perceptive même qui a rendu l'aide possible en premier lieu. Le quatrième écueil implique la rechute de submersion, l'effondrement des frontières psychologiques sous le stress qui ramène l'individu à des états antérieurs d'absorption indifférenciée. Même les personnes qui ont atteint une intégration stable peuvent se retrouver soudainement submergées par le matériel inconscient lorsque leurs défenses psychologiques sont compromises par la maladie, le trauma, les transitions majeures de vie ou le stress chronique. La rechute de submersion prend souvent les gens au dépourvu, parce qu'ils ont développé de la confiance en leur capacité à gérer leur sensibilité perceptive. Lorsque les frontières s'effondrent soudainement, ils peuvent interpréter cela comme la preuve que leur travail d'intégration était illusoire ou qu'ils sont fondamentalement défectueux d'une certaine manière. Comprendre que le maintien des frontières nécessite une attention continue et une réparation occasionnelle aide à prévenir le désespoir qui accompagne souvent ces régressions temporaires. Comme toute compétence complexe, la participation consciente avec le matériel inconscient nécessite une pratique et un entretien réguliers pour rester stable au fil du temps. Jung a développé des pratiques spécifiques pour aborder ces écueils et maintenir une intégration stable. L'approche de maintien traite l'intégration psychologique comme une hygiène continue plutôt qu'un accomplissement ponctuel, nécessitant une attention régulière pour prévenir l'accumulation de toxicité psychologique qui peut compromettre la clarté perceptive. La fondation du maintien implique de planifier des périodes régulières de solitude pour la décharge psychologique et la régénération. Tout comme les athlètes ont besoin de temps de récupération entre des séances d'entraînement intenses, les personnes hautement perceptives ont besoin d'intervalles réguliers où elles ne traitent pas le matériel inconscient des autres. Ces périodes permettent à leur système psychologique de revenir à la ligne de base et de prévenir l'accumulation de matériel absorbé
qui peut obscurcir leur propre réponse authentique. La deuxième pratique de maintien implique un choix conscient quant à quand et avec qui déployer les capacités perceptives. Au lieu d'être constamment ouverts au matériel psychologique de tout le monde, les individus intégrés apprennent à moduler leur sensibilité en fonction de leurs capacités actuelles, de la réceptivité de l'autre personne à recevoir des commentaires et du potentiel de véritable utilité. Cet engagement sélectif prévient l'épuisement chronique, qui vient de l'absorption aveugle, tout en assurant que les dons perceptifs sont déployés de manière stratégique, là où ils peuvent avoir un impact positif maximal. Cela nécessite de développer un discernement sophistiqué sur les situations qui justifient une perception profonde et celles qui sont mieux gérées avec des compétences sociales plus conventionnelles. La troisième pratique de maintien implique le travail de l'ombre continu pour prévenir l'accumulation de matériel projeté qui peut compromettre la clarté psychologique. Même les individus intégrés continuent de rencontrer des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ne pas reconnaître, et l'intégration régulière de l'ombre empêche ces éléments niais de s'accumuler en des angles morts qui déforment la perception. Le travail de l'ombre aide également à maintenir l'humilité psychologique nécessaire à un service authentique. Lorsque vous restez conscient de votre propre capacité pour les schémas mêmes que vous observez chez les autres, vos perceptions conservent une compréhension compatissante, plutôt qu'une supériorité critique. Cette qualité rend vos insights beaucoup plus acceptables et utiles pour ceux qui pourraient en bénéficier. La quatrième pratique de maintien implique de maintenir des relations de confiance avec d'autres individus psychologiquement sophistiqués qui peuvent servir de vérificateurs de réalité et de miroirs pour vos propres angles morts psychologiques. Même les individus les plus perceptifs ont des domaines où leur propre matériel psychologique empêche de voir clairement, et avoir des relations avec des personnes qui peuvent offrir des commentaires honnêtes devient essentiel pour prévenir l'inflation ou l'auto-tromperie. La cinquième pratique de maintien implique l'expression créative, comme une voie pour transmuter la complexité psychologique en formes qui peuvent bénéficier aux autres sans épuiser la personne qui perçoit. Que ce soit par l'écriture, l'art, la musique ou d'autres canaux créatifs, avoir des exutoires pour le flux constant de matériel psychologique l'empêche de s'accumuler de manière à compromettre les frontières de psychologie. La transmutation créative fournit également un moyen de partager des insights perceptifs avec des publics plus larges, qui pourraient ne pas être prêts pour un feedback psychologique direct, mais peuvent bénéficier de la sagesse intégrée dans les œuvres créatives. Cette approche permet une contribution culturelle sans les défis interpersonnels que le partage direct pourrait créer. Pour illustrer comment ces principes opèrent dans la vie réelle, Jung a fourni plusieurs exemples de cas qui démontrent les résultats potentiels d'une perception supérieure intégrée par rapport à une perception non intégrée. Ces cas révèlent comment la même capacité perceptive de base peut conduire à des trajectoires de vie dramatiquement différentes en fonction de la relation de l'individu à son don. Le premier cas revient à la patiente de 1913 qui a initialement inspiré l'enquête de Jung sur la perception différenciée. À travers plusieurs années de travail analytique axé sur les principes d'individuation, elle a appris à distinguer entre son propre matériel psychologique et ce qu'elle a absorbé des autres. Elle a développé des pratiques pour l'engagement conscient, avec le contenu inconscient, et a construit des relations avec des personnes qui pouvaient apprécier ses dons perceptifs, sans être menacées par eux. La transformation a été remarquable. Sa dépression chronique et son anxiété se sont résolues lorsqu'elle a appris à décharger le matériel absorbé, plutôt que de le porter indéfini. Ses relations se sont améliorées de manière spectaculaire lorsqu'elle a développé la capacité de partager habilement des insights, plutôt que de submerger les autres avec des perceptions brutes. Elle a trouvé un travail significatif dans les professions d'aide, où ses capacités étaient valorisées, plutôt que vues comme des problèmes. De manière plus significative, elle a appris à tenir son don perceptif avec légèreté, en l'utilisant consciemment quand il servait un but, tout en maintenant la capacité de simplement être présente avec les autres, sans analyse constante des dynamiques psychologiques. Sa perception supérieure est devenue un outil qu'elle pouvait déployer plutôt qu'une condition qu'elle devait endurer. Le deuxième cas que Jung a souvent référencé était Friedrich Nietzsche, dont les écrits philosophiques révélaient un insight psychologique extraordinaire
combinée à des conséquences personnelles dévastatrices d'une perception non intégrée. La capacité de Nietzsche à percevoir les ombres culturelles, l'auto-tromperie psychologique et les illusions collectives était peut-être sans précédent à son époque. Pourtant, ces insights ont finalement conduit à l'isolement, à la folie et à l'effondrement psychologique. Jung a analysé la trajectoire de Nietzsche comme un exemple de perception supérieure, sans conteneur ou pratique d'intégration adéquat. Les insights de Nietzsche étaient des précis et profonds, mais il manquait des outils psychologiques nécessaires pour métaboliser la complexité écrasante de ce qu'il percevait. Ses écrits révèlent la dissolution progressive des frontières psychologiques, alors qu'il absorbait plus de matériel inconscient que sa psyché individuelle ne pouvait en traiter. La tragédie du cas de Nietzsche ne réside pas dans l'inexactitude de ses perceptions, mais dans son incapacité à développer une relation durable avec le matériel psychologique auquel il accédait. Son don est devenu une voie vers l'autodestruction plutôt qu'une contribution culturelle, démontrant l'importance essentielle des pratiques d'intégration pour les personnes dotées d'une perception supérieure. Le troisième cas que Jung a examiné était Maître Eckhart, le mystique médiéval dont les écrits révèlent une compréhension sophistiquée des réalités psychologiques et spirituelles, combinée à une sagesse pratique remarquable sur le développement spirituel durable. Les expériences mystiques d'Eckhart impliquaient la perception directe de contenus inconscients. Pourtant, son approche mettait l'accent sur l'intégration progressive, l'enseignement prudent et le service compatissant plutôt que sur la révélation écrasante. Le modèle Descartes démontre comment la perception supérieure peut être canalisée vers une contribution culturelle durable lorsqu'elle est combinée à l'humilité, au développement progressif et à une attention consciente à la capacité des autres à recevoir la complexité psychologique. Ces enseignements révèlent des insights psychologiques profonds, traduits dans un langage et des pratiques qui pouvaient bénéficier aux autres sans les submerger. Le quatrième cas que Jung a discuté était sa propre expérience pendant ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient, la période documentée dans son livre rouge, lorsque ses propres frontières psychologiques sont devenues perméables, et qu'il a commencé à vivre le genre de matériel inconscient écrasant qui aurait pu conduire à une rupture psychotique. La survie et l'intégration éventuelle de cette expérience par Jung sont devenus un modèle pour d'autres confrontés à des défis similaires. Son approche consistait à maintenir suffisamment de structures conscientes pour s'engager avec les contenus inconscients sans être complètement submergé par eux, en utilisant l'imagination active pour traiter le matériel de manière systématique et en construisant progressivement les conteneurs psychologiques nécessaires pour contenir des expériences intérieures complexes, sans perdre le contact avec la réalité extérieure. Le cas de Jung démontre que même les individus avec une formation psychologique sophistiquée peuvent être submergés par le matériel inconscient. Mais il montre également comment l'engagement conscient avec ces expériences peut conduire à un développement personnel profond et à une contribution culturelle. Son propre processus d'intégration est devenu la fondation de la psychologie analytique et continue de fournir des conseils pour d'autres, naviguant dans des territoires psychologiques similaires. Ces cas illustrent un point crucial que Jung a souligné tout au long de son travail. La même capacité perceptive qui peut conduire à la destruction psychologique peut également devenir une voie vers une contribution culturelle exceptionnelle. Le facteur déterminant n'est pas l'intensité ou la précision de la perception, mais la relation de l'individu avec ce qu'il perçoit et sa capacité à intégrer la complexité psychologique sans perdre son identité individuelle ou sa capacité de service. Cela nous amène à la vision plus large de Jung sur le rôle culturel que les individus hautement perceptifs peuvent jouer lorsque leurs dons sont consciemment intégrés. Plutôt que de voir la perception supérieure comme une simple condition psychologique personnelle, Jung a reconnu ces individus comme des systèmes d'alerte précoce et des bâtisseurs de ponts pour le développement psychologique collectif. Tout au long de l'histoire, les insights qui finissent par devenir une connaissance culturelle courante apparaissent généralement d'abord chez des individus qui peuvent percevoir des réalités qui restent inconscientes pour le collectif plus large. Ces pionniers culturels font souvent face au ridicule, au rejet ou à la persécution, parce que leur perception défie les systèmes de croyances existants et menace les structures de pouvoir établies. Pourtant, leur rôle devient essentiel pour l'évolution collective,
car ils aident à préparer le terrain psychologique pour des développements qui deviendront finalement nécessaires à la survie culturelle. Jung a vu les individus hautement perceptifs modernes comme exerçant des fonctions similaires dans la culture contemporaine. Ils peuvent pressentir les crises écologiques, les dangers technologiques ou les urgences spirituelles avant que ces problèmes ne deviennent évidents pour la conscience générale. Ils perçoivent souvent les ombres collectives, les aspects niais de la psychologie culturelle, qui finiront par éclater en problèmes sociaux s'ils restent inconscients. Lorsque ces individus sont intégrés et habiles, ils peuvent servir de traducteurs entre les niveaux conscients et inconscients de l'expérience culturelle. Ils peuvent aider à mettre en lumière les ombres collectives avant qu'elles ne se manifestent en dynamiques sociales destructrices. Ils peuvent sentir les possibilités émergentes et aider à préparer les autres aux adaptations nécessaires aux circonstances changeantes. L'insight clé dans l'analyse culturelle de Jung implique le timing et les moyens habiles. Les individus perceptifs qui essaient de forcer la conscience avant que le collectif ne soit prêt déclenchent souvent des réactions défensives qui retardent plutôt qu'accélèrent les développements nécessaires. Ceux qui se retirent complètement de l'engagement culturel privent la société de leur contribution quand elle pourrait être le plus nécessaire. L'approche intégrée implique ce que Jung a appelé la gestion culturelle, une participation consciente au développement collectif par l'intervention stratégique, la culture patiente de la réceptivité chez les autres et la modélisation de l'intégration psychologique qui démontre des possibilités alternatives pour la conscience humaine. Ce travail se fait souvent discrètement, à travers des relations personnelles, l'expression créative ou des activités professionnelles, plutôt que par une révélation publique spectaculaire. La fameuse observation de Jung selon laquelle « ce qui n'est pas amené à la conscience arrive comme destin » s'applique particulièrement au travail des individus culturellement sensibles. Leur rôle consiste à métaboliser le matériel inconscient collectif, avant qu'il n'éclate en crise sociale, servant de composteur psychologique qui transforme les dynamiques culturelles toxiques en une conscience qui peut guider des choix collectifs plus sains. Cette fonction culturelle exige un discernement extraordinaire quant au moment de parler et de se taire, d'intervenir et de laisser les conséquences naturelles se dérouler, de planter des graines de conscience et de fournir des conseils directs. C'est une danse délicate entre honorer l'autonomie des autres et offrir les dons perceptifs qui pourraient en prévenir des souffrances inutiles. Des exemples modernes de ce travail culturel pourraient inclure des écologistes qui sentent les désastres écologiques avant que les données ne deviennent concluantes, des thérapeutes qui reconnaissent les épidémies de santé mentale émergentes avant qu'elles n'atteignent des proportions de crise, ou des observateurs sociaux qui détectent les tensions culturelles avant qu'elles n'explosent en conflit. It says. Ces individus travaillent souvent discrètement en coulisses, influençant la culture par des petites interventions accumulées, plutôt que par des révélations publiques spectaculaires. L'efficacité de cette gestion culturelle dépend entièrement de l'intégration psychologique de ceux qui tentent de l'exercer. La perception non intégrée, aussi précise soit-elle, a tendance à créer de la réactivité et de la résistance qui ralentissent plutôt qu'accélèrent le développement collectif. La perception intégrée, offerte avec humilité et un timing habile, peut créer des ouvertures pour la conscience, qui pourraient autrement prendre des décennies ou des siècles à émerger naturellement. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, il est important d'aborder la question qui peut se poser pour de nombreux auditeurs. Comment savez-vous si cette description s'applique à vous et que faites-vous de cette reconnaissance si c'est le cas? L'intégration ne commence. Vous pourriez vous retrouver constamment mal à l'aise dans des situations sociales, non pas parce que vous êtes asocial, mais parce que vous captez des tensions et des dynamiques dont les autres semblent inconscients. Vous avez peut-être un historique de relations qui commence bien, mais se détériore à mesure que vos observations commencent à mettre les autres mal à l'aise ou sur la défensive. Vous pourriez remarquer que vous savez souvent des choses sur les gens qu'ils ne vous ont pas dites. Sentir la maladie avant le diagnostic, détecter les problèmes relationnels avant qu'ils ne deviennent évidents, ou ressentir les courants sous-jacents émotionnels dans des situations de groupe que tout le monde semble manquer. Ces perceptions peuvent arriver par des sentiments, des sensations corporelles, des intuitions soudaines ou la reconnaissance de schémas plutôt que par une déduction logique.
Le facteur distinctif clé n'est pas seulement la sensibilité, mais la précision. Si vos perceptions s'avèrent constamment correctes au fil du temps, même lorsqu'elles semblent initialement invraisemblables pour les autres, vous pourriez être confronté à quelque chose de plus complexe que l'empathie ou l'intuition ordinaire. Les difficultés sociales qui accompagnent souvent ces capacités, le sentiment d'être trop intense ou en quelque sorte problématique dans les relations, servent souvent de confirmation supplémentaire, mais peut-être le signe le plus révélateur est l'épuisement qui vient d'essayer de s'intégrer dans un monde qui semble fonctionner selon des règles différentes de la réalité que vous percevez. Si vous avez passé des années à avoir l'impression de faire semblant d'être quelqu'un d'autre afin de maintenir des relations et une appartenance sociale, si les petites conversations vous semblent être un exercice de tromperie collective, si vous vous retrouvez constamment à ajuster votre expression pour éviter de submerger les autres, vous pourriez vous reconnaître dans la description de Jung. La reconnaissance elle-même commence le processus de guérison. Comprendre que vos luttes ne proviennent pas d'une déficience personnelle, mais d'un décalage entre votre appareil perceptif et des environnements sociaux conçus pour différents types de conscience peut fournir un soulagement profond. Vous n'êtes pas brisé. Vous fonctionnez simplement avec un équipement différent dans des environnements qui n'ont pas été conçus pour vos spécifications particulières. Cette reconnaissance ouvre la porte au travail d'intégration que Jung a si soigneusement cartographié. Le chemin ne consiste pas à supprimer vos perceptions ou à apprendre à voir moins, mais à développer une relation consciente avec ce que vous percevez. Il s'agit de construire les conteneurs psychologiques qui vous permettent de vous engager avec un matériel complexe sans en être submergé. Le voyage d'individuation que Jung a décrit ne promet pas de rendre la vie plus facile en termes conventionnels. Vous percevrez toujours la complexité que d'autres manquent, déclencherez encore occasionnellement des réactions défensives chez les personnes qui ne sont pas prêtes pour un insight psychologique, aurez encore besoin de plus de solitude et de temps de récupération que la plupart des gens. Mais ce qui change de manière spectaculaire, c'est votre relation avec ces expériences et votre capacité à les gérer sans vous perdre dans le processus. L'intégration transforme l'expérience de la victimisation en une participation consciente. Au lieu d'être submergé par le matériel inconscient de tout le monde, vous développez les compétences pour vous y engager délibérément et temporairement. Au lieu d'être isolé par vos perceptions, vous apprenez à trouver et à construire des relations avec des personnes qui peuvent apprécier la profondeur psychologique. Au lieu de vous sentir maudit par votre conscience, vous commencez à découvrir comment elle peut servir à la fois votre propre développement et le bien-être des autres. Le processus exige de la patience, car une intégration authentique se déroule généralement sur des années, plutôt que sur des mois. Il exige du courage, car l'individuation implique d'affronter des aspects de vous-même que vous avez passé des années à éviter. Il exige du discernement, car vous apprenez à distinguer entre les personnes et les situations qui peuvent soutenir votre développement et celles qui draineront ou exploiteront votre sensibilité. Plus important encore, il exige un changement fondamental dans la façon dont vous comprenez votre but. Le don perceptif qui a semblé être un si grand fardeau commence à se révéler comme une préparation à une forme de service que très peu de personnes peuvent fournir. Votre capacité à percevoir la complexité psychologique, à sentir les réalités émergentes avant qu'elles ne deviennent évidentes, à faire le pont entre les niveaux conscients et inconscients de l'expérience, ces capacités deviennent des outils pour la guérison culturelle plutôt que des sources de souffrance personnelle. La vision de Jung suggère que nous vivons à une époque où de tels individus pourraient être particulièrement nécessaires. Le rythme du changement culturel, la complexité des défis modernes et les conséquences de l'inconscience collective ont atteint des niveaux qui exigent une navigation psychologique plus sophistiquée que les époques précédentes ne le demandaient. Les personnes qui peuvent servir de système d'alerte précoce, de bâtisseurs de ponts et de pionniers de la conscience peuvent représenter des ressources essentielles pour la survie et l'évolution collective. Mais ce rôle culturel ne peut être rempli que par des individus qui ont achevé suffisamment de leur propre intégration pour offrir leurs dons, sans être épuisés ou déformés par le processus. Le chemin que Jung a cartographié, de la reconnaissance à l'individuation en passant par le service conscient, représente un modèle pour transformer le défi psychologique personnel en contribution culturelle. Le voyage commence par la reconnaissance
que vous n'êtes pas trop sensible ou trop difficile. Vous n'imaginez pas la complexité que vous percevez, et vous n'êtes pas responsable du malaise des autres face à la vérité psychologique. Vous êtes simplement quelqu'un dont la conscience s'est développée selon des lignes différentes de celles du courant culturel dominant. Et cette différence représente à la fois un défi et une opportunité. Le défi consiste à apprendre à naviguer dans un monde qui n'a pas été conçu pour votre type de conscience. L'opportunité réside dans la découverte de la manière dont cette même conscience, lorsqu'elle est consciemment intégrée, peut servir des buts qui s'étendent bien au-delà de votre expérience personnelle. Votre développement psychologique devient un cadeau non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux dont vous touchez la vie, et pour l'évolution collective de la conscience humaine elle-même. La découverte la plus dangereuse de Jung se révèle finalement être son insight le plus plein d'espoir, que les personnes même qui luttent le plus avec la submersion psychologique pourraient être les mieux équipées pour aider l'humanité à naviguer dans les territoires inconscients qui détermineront notre avenir collectif. Votre sensibilité n'est pas un fardeau à guérir, mais une capacité à développer. Vos dons perceptifs ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des outils à affiner. Le chemin de la malédiction à la contribution, de l'isolement au service, de la submersion psychologique à la gestion consciente. Cette transformation représente non seulement une guérison personnelle, mais une médecine culturelle. Et peut-être que cette reconnaissance, que vos luttes vous ont toujours préparé à quelque chose de plus grand que vous-même, fournit la motivation nécessaire pour commencer le travail d'intégration, qui peut transformer à la fois votre vie et votre capacité à servir la guérison dont notre monde a si désespérément besoin.